Ce sont des derniers mois paradoxaux traversés par l'OGC Nice. Alors que son équipe professionnelle vit une saison mouvementée et loin des attentes initiales, son centre de formation tourne à plein régime. En témoignent les derniers contrats professionnels signés par Brad Hamilton Mansunga, Nassim Laharej et Everton. Alors comment le club prépare ses oisillons à prendre la relève? Quel est le projet global mené pour la formation ici sur la Côte d'Azur? Reportage au cœur du Nid des Aiglons. Mon rêve, ça serait d'en avoir 4-5 qui soient titulaires chez nous. Peu importe qui joue le week-end, on n'est pas là pour l'équipe, on est là pour le développement. Stop! Allez! Repoussez! Beaucoup d'émotions et beaucoup de fierté de représenter l'OGC Nice. Finale de Ligue des Champions. Je voulais juste qu'on voit cette séquence parce qu'elle est inspirante. Il y a plein de principes en plus qui ressemblent à notre modèle de jeu. Julien, tu es directeur du centre de formation de l'OGC Nice depuis 2024 maintenant. Quel état des lieux tu fais à ta prise de poste? Qu'il y avait eu un travail de fait avant, qui était aussi de qualité. Et puis il a fallu faire un diagnostic, mettre une vision qui est différente de ce qui pouvait être proposé avant. On a gardé aussi des choses, parce que je ne crois pas à des révolutions. Mais la direction avait demandé d'optimiser certaines choses, de donner un autre souffle. Et voilà, depuis 2024, c'est ce que je m'attelle à faire avec mes équipes, avec mon adjoint. Il y a eu beaucoup de péripéties aussi, mais ça fait partie de tous les projets. Mais voilà, ça reste un beau projet et on essaye de mener tout de front le développement de nos jeunes joueurs. Fabien, lors d'un entretien à Nice Matin, Julien Sablé a dit de ton arrivée en début d'année 2025 qu'il s'agissait d'un gros coup. Est-ce que tu confirmes? Non, non, ça sera peut-être le fruit d'une très belle collaboration parce que ça a été un coup de foudre professionnel immédiat sur la façon de voir les choses. Après, je pense qu'on est très complémentaires. Donc ça permettra de répartir les fonctions de façon différente pour peut-être être plus efficace. Julien a une fibre très, très technique, très terrain. Donc c'était un bon complément, moi qui ai plus un profil recrutement et tout ce qui est sorte de direction sportive. Donc on se complète parfaitement dans les profils. Il la re-récupère, et en 1 minute, ils ont 3 situations. On s'inspire des grands. Comment on fait pour reprendre la main ou prendre la main sur le territoire en termes de recrutement? Aujourd'hui, il est essentiel que notre préformation, que même notre école de foot, elle puisse d'année en année, c'est un long parcours, mais qu'on puisse faire la place à des gens qui ont cette appartenance particulière, qui ont ces valeurs de notre territoire. Donc aujourd'hui, avec Fabien, on est très à cheval sur ça, c'est-à-dire que dans toute notre préformation et même dans nos effectifs, c'est ce que j'avais demandé à mon arrivée, quand à peu près à nos U17, c'est qu'on ait à peu près 70% de nos joueurs, que ce soit des joueurs qui soient de la région. Là aussi, il y a une vertu économique aussi, mais surtout une appartenance beaucoup plus forte. Et que si on doit les recruter, ça doit sur du recrutement premium avec des joueurs de grande qualité qui puissent nous rejoindre. Et c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Bien joué, jaune le bloc. Et on doit repousser. Peu importe qui joue le week-end, on n'est pas là pour l'équipe, on est là pour le développement. Tu as tout de suite dit que
il y avait un bassin de joueurs ici sur la Côte d'Azur. Qu'est-ce que tu as apporté d'autre et mis en place depuis ton arrivée? Peut-être une vision un peu différente, plus sur les profils qu'on allait rechercher. On a pu échanger avec la direction sportive du club, les coachs qui étaient en place aussi, pour avoir des profils de joueurs qui tendent vers le profil très haut niveau, que ce soit ici ou pour derrière pouvoir espérer aussi avoir une carrière de niveau Ligue des Champions, donc sur des aptitudes, des qualités intrinsèques bien précises. Reste proche. Plus fort, Gaël. Ouvre une rouge. Oui, là, bonne orientation, bien joué, Tidiane. Bon temps de bruit du ballon. Donc ça peut arriver qu'on ne réussisse pas, mais ayez l'exigence du bon geste. Vous êtes au marquage individuel. Vous devez garder votre adversaire. Ça va? On fait 5 ballons et on voit un peu comment ça se passe. Alors pour bien comprendre, c'est quoi la différence entre la formation et la préformation? Alors, la préformation, en fait, on va dire que c'est la jonction entre l'école de foot et justement le centre de formation. Donc les garçons rentrent en préformation, en tout cas chez nous, et ça c'est une organisation qui nous est propre, parce que ça peut être différent dans différents clubs. Donc nous, les garçons rentrent en préformation à partir des U12, et on va les accompagner sur un projet de 4 ans jusqu'en U15. Et puis après, c'est un âge d'or, on va dire, des acquisitions. C'est-à-dire que dans ces catégories d'âge-là, en préformation, on construit vraiment les bases, les fondamentaux en fait, de ce qui va la permettre après derrière, à la fois sur le plan individuel et notamment sur le plan individuel, et puis sur le plan collectif aussi, avec notre ADN aussi, notre manière d'évoluer, de jouer, de faire en sorte que nos équipes puissent être reconnaissables en termes de jeu. Essentiel aujourd'hui, par exemple, sur les U12, on a 90% des joueurs qui sont issus de l'école de football, donc 90% des joueurs qui rentrent à la préformation et qui sont issus du bassin niçois. Donc ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Au fur et à mesure du parcours, on va venir compléter par des joueurs extérieurs. Mais notre objectif commun, c'est qu'on souhaite qu'il y ait 70% des joueurs qui intègrent le centre de formation, qui soient issus de notre préformation, qui fassent qu'on puisse vraiment identifier les joueurs de talent, les joueurs à potentiel, qui s'intègrent aussi dans notre ADN et dans les valeurs que nous, on va défendre au niveau de l'OGC Nice. Parce que ça, c'est très important. Le socle de tout ça, quand on va identifier un joueur, c'est son état d'esprit. Faut aller vite dans les décalages, les mecs. 1, 2, 3, ensemble. C'est parti, allez, avec l'eau. La deuxième chose, c'est le conditionnement de nos joueurs, c'est le deuxième pilier, c'est-à-dire tout ce qui englobe sur et en dehors du terrain, les entraînements, comment on va conditionner son talent, comment on va développer son socio-éducatif, donc sa scolarité, la performance au quotidien, l'exigence de les amener à leur plein potentiel, tout en sachant que c'est la construction de l'homme d'abord qui nous intéresse, la qualité humaine. Donc pour nous, c'est hyper important qu'ils puissent découvrir la langue locale, mais aussi important qu'on développe leur côté humain, citoyen, à travers beaucoup de choses qui sont mises en place par le club. Vous allez être des exemples, vous allez faire rêver des dizaines et des milliers de personnes. Et nous, ce qu'on veut, c'est que les gens qui sortent de l'OGC Nice, ça soit des personnes qui restent simples et connectées à la réalité de la vie, même si ce n'est pas facile dans un métier qui est particulier. Pour moi, la formation, c'est quelque chose et les jeunes joueurs, c'est quelque chose de très particulier. Les accompagner et les aider à réussir, c'est vraiment une grande fierté quand vous les voyez. Après, pour ceux qui réussissent au très haut niveau, vous êtes bien sûr, mais il y a une lumière particulière, ils jouent en Champions League. Et pour ceux qui n'ont pas réussi, de les croiser, de les voir réussir leur vie, c'est aussi une fierté. Alors Flavien, il y a une fierté à l'OGC Nice, c'est la scolarité. Sur le dernier classement des centres de formation en France, c'est un 5 étoiles. D'où vient cette réussite? Alors cette réussite, elle a commencé en 2020, le moment en fait où le club a décidé de réinternaliser en fait sa scolarité. Donc le but, c'était d'essayer de créer un maximum de filières pour que chacun y trouve sa place. En fait, on sait que tout le monde est différent face à l'école. Donc avant notre arrivée, il y avait une seule filière qui était la filière technologique. Et on se rendait compte que tout le monde ne s'y retrouvait pas forcément. Donc avec notre nouvelle scolarité, avec le travail de Lionel Iacono, de Dominique Pujost, qui est notre référent pédagogique, ça a été d'essayer de proposer l'offre la plus large possible pour que chacun puisse performer.
Donc aujourd'hui, on va du CAP jusqu'au BTS, du CAP, du bac professionnel, bac technologique, bac général, et le BTS qui vient en point d'orgue à la fin, qui nous permet en fait de ne pas s'arrêter à juste l'obtention d'un diplôme, mais de garder en fait nos jeunes avec nous le plus longtemps possible pour qu'ils aient un cadre et pour qu'ils essaient d'aller le plus loin possible dans leur scolarité. Sur le dernier match d'Europa League, il y a 6 BTS qui ont participé à la rencontre. Ouais. Est-ce qu'on se dit que là, c'est le fruit du travail qui paye? Ouais, totalement. Pour t'en dire un peu plus, on a commencé il y a 5 ans, on avait un seul garçon en BTS. Aujourd'hui, on en a 10. Donc on est très très fiers de ça. Au-delà de l'aspect scolaire, ça leur permet aussi, comme on disait avant, de conserver en fait un cadre. Parce qu'on s'est fait une remarque, c'est que souvent les garçons qui obtenaient leur diplôme, passaient ce diplôme-là, ils se retrouvaient dans une autre manière, enfin dans un autre emploi du temps où il n'y a plus que l'entraînement. Donc en fait, une fois qu'on sort de l'entraînement, le reste de notre journée, il est un petit peu vide. Donc c'est là qu'on intervient aussi avec le BTS, c'est-à-dire de continuer à leur permettre d'avoir un cadre. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, performer en scolarité, ça ne vous empêche pas de performer sur le terrain, bien au contraire. Alors dans la scolarité, on peut y intégrer le socio-éducatif. Quelle place justement à ce domaine-là à l'OJC Nice? On a créé un carnet d'autonomie. Donc dans le carnet d'autonomie, en fait, on va essayer de balayer tous les aspects de la vie d'un jeune sportif, qui va être la nutrition. Donc on va aller on va leur apprendre à gérer les courses. Donc notre nutritionniste va aller faire les courses avec eux. On leur propose des cours de cuisine aussi, pour pouvoir être totalement autonome le jour où ils vont se retrouver en appartement. On a Stéphane, le préparateur mental aussi, qui va les aider à se cadrer en fait, à trouver un rythme, que ce soit un rythme de vie, un rythme de sommeil, pour que en fait, le changement leur permette quand même de rester dans les exigences du sportif de haut niveau. On a suivi un cas particulier sur les 3 jours de notre présence ici, c'est Martin Ponceau. Quel est ton avis dessus? Est-ce que c'est vraiment typiquement ce que vous voulez mettre en place avec des gamins du centre? Oui, on est dans quelque chose où, à un moment, on les accompagne avec un programme spécial. La scolarité, elle est générale pour tous, mais dans l'accompagnement individuel du joueur, avec son entraîneur, avec des séances qui sont spécifiques et individualisées pour lui, un accompagnement aussi en dehors, avec une prise en charge où on commence à faire des passerelles avec des membres du staff professionnel. C'est un long processus et je tire un grand coup de chapeau à tous mes éducateurs, à tous les membres du club, parce qu'il y a un travail, il y a vraiment une osmose depuis 2 ans où dès qu'on a un besoin, le club y répond favorablement souvent et puis quand on a des coups de moins bien, ils sont toujours là présents. On t'a suivi pas mal pendant quelques jours. Ouais. On a vu que le rythme était très élevé. Alors comment toi tu le gères tout ça? C'est une habitude à prendre. Au début, c'est vraiment fatigant. Et puis la première semaine après la reprise, ça commence à se mettre en place. La muscu à 8h30, c'est devenu un rituel. C'est un garçon qui en 2 ans a peut-être pris plus de 12 kilos de muscles. Donc c'est quelqu'un qui est acharné de travail et qui le fait de belle manière. Toutes les valeurs qui sont inculquées aux joueurs du centre, que ce soit à l'école et au foot, la rigueur qu'on doit garder. Et pour l'instant, ça me réussit. J'ai entendu parler d'un carnet d'autonomie. Est-ce que le club te met et vous met dans de bonnes conditions pour vous suivre humainement notamment? Ouais, j'ai plusieurs petits carnets, plusieurs petites routines, petits tips que je mets avant les séances et après aussi pour remettre le corps à zéro, une bonne récupération mentale et physique. Et ouais, ça m'aide beaucoup. Martin, c'est quoi tes relations avec les gardiens pros de l'effectif? Quand je monte aux entraînements, je suis très bien accueilli toujours. Et j'ai Max, Yévan et Bartosz qui me donnent des conseils à appliquer. Quand je les applique, ça va tout de suite mieux. Donc
ça m'encourage à écouter ce qu'ils me disent. Si je te parle du 21 décembre 2025, qu'est-ce que cela signifie pour toi? C'est une date assez spéciale pour moi. C'est mon premier groupe avec l'équipe professionnelle contre Saint-Etienne en Coupe de France, un 32e. Qu'est-ce que tu as ressenti le jour-là? C'est beaucoup d'émotions. On me l'avait dit l'avant-veille, mais ouais, beaucoup d'émotions et beaucoup de fierté de représenter l'OGC Nice. Qu'est-ce que tu te dis aussi? Je suis sur le bon chemin, ça y est, ou il y a encore du travail derrière? Non, je me dis c'est une belle étape, mais il y a beaucoup de travail derrière pour arriver jusqu'à mes objectifs. On est sur du détail, ouais. Alors, c'est ça qui est fabuleux avec lui, c'est qu'on a encore une marge de progression énorme, mais on peut se permettre d'être dans du détail sur certains points. C'est quoi tes points faibles, points forts en ce moment? En ce moment, on travaille un peu plus le jeu au pied. Je cours sous pression et non, mais ça se développe tranquillement, c'est bon, c'est positif. Mais là, on est bien, là, Martin. Ne mets pas trop de pression sur ça, on est bien. Ouais. Voilà, tu vois? Là, tu vois, en termes de montée, tu passes la première ligne. Par contre, elle va me mourir dans les pieds. Là, c'est intéressant. On se fait la même chose, pied faible. Ouais, c'est exactement ça. Tu échanges, t'es serein et prêt. Oui! Magnifique! Et ce qui est bonnard, c'est que tu lui donnes, il applique. Il se trompe, il refait, mais tu lui donnes, il applique. Par rapport à ce qu'on disait hier, là, tu vois, tu te chamailles un peu avec lui, tu le pousses, ok, ça me dérange pas ça. C'est ton espace, c'est ta zone. On a vu en Ligue des Champions avec le Real, hein, d'accord? C'est ton espace. Il faut pas qu'il te mange ton espace, il faut surtout pas qu'il te fasse déjouer sur ton placement. Par contre, une fois que lui il va prendre sa course d'élan, c'est lui qui m'intéresse. Hein. T'as pris parti de mettre Yanis au marquage sur lui, je trouve pas ça déconnant. Ouais. Parce que cet espace devant toi, tu es en capacité de le prendre. Donc si c'est un choix que vous avez pris, ça me va. Par rapport à notre objectif, c'est plutôt cohérent. Si maintenant, on reste quand même dans un sujet de progression de formation, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut mieux faire? Je contrôle face. Exactement. Ça peut être un gardien d'avenir? Oui. Il a le potentiel pour. D'ailleurs, c'est pour ça que le club mise sur lui. C'est qu'il a les qualités athlétiques pour être un gardien de haut niveau. Il a les qualités techniques pour être un gardien de haut niveau. Et une de ses plus belles qualités, c'est sa qualité humaine. Avant d'être un bon gardien de but, c'est un super gars, un super mec, qui est respectueux, qui est à l'écoute, qui a cette capacité de comprendre et d'appliquer. Donc oui, il a toutes les qualités pour aller au niveau, bien sûr. C'est important. On vient de filmer ça. Ok. Tu me souviens? Je comprenais pas pourquoi tu étais tombé, mais en fait, ça y est, c'est clair. Tu t'es pris une balle, en fait. En fait, c'est simplement ça. Je ne savais pas où il était cherché. D'ailleurs, regarde, Julie, elle le cherche après. Elle comprend pas, tu vois. Elle prie et dit, mince, mais il vient d'où? Voilà, tu vois, elle le cherche et... On n'avait pas vu ça. Yes! Le Juju! Coudé! Bien joué, Jeanne! Oui, bien joué, vite! Le genou, pas mal! J'arrive! Bien joué, bonhomme! D'accord! C'est important pour samedi. Il y a des clients là. Le troisième pilier qui est important pour nous, c'est la compétition. Elle est essentielle pour l'évaluation du joueur. Elle n'est pas aussi importante que chez les professionnels, mais par contre, elle est importante pour se dire à tel moment dans sa formation, parce qu'on sait que ça ne sera pas linéaire, il a joué avec les 17 ans, il a dominé maintenant, on va lui faire passer un step. Il y a un point sur lequel aussi on a beaucoup aperçu de travail, c'est la psychologie, le côté psychologique, l'accompagnement. Là aussi, c'est un truc sur lequel vous mettez beaucoup l'accent. Il y a 4 facteurs dans une réussite. C'est le facteur, bien sûr, technique, tactique, physique. Ça a été beaucoup abordé par le passé et aujourd'hui, c'est juste des prises de position et de ne pas manquer des étapes importantes dans leur évolution. Et puis, il y a le psychologique.
Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Stéphane qui fait un travail monstrueux dans cette structure en étant seul, mais pour accompagner toute notre structure parce qu'il s'occupe aussi de la préformation. Pour moi, c'est essentiel de leur donner le plus d'outils possible pour affronter ce qu'ils vont affronter. De réalité virtuelle, que l'immersion soit totale du cerveau dans un contexte football. Et donc voilà, Tony met ça en place 2 fois par semaine pour entraîner le cerveau. Et donc il a 5 minutes de match. C'est qu'il soit capable de pouvoir à la fois voir loin, traiter les informations et avoir aussi un traitement de l'information au pied qui peut être le ballon. Parce qu'il a une blessure longue, 2 blessures longues. Et du coup, préparer son cerveau au mieux pour son retour. On met aussi en place un travail collectif de partage d'expérience avec les joueurs pros. Alors c'est Dante qui vient participer et puis certains joueurs pour qu'ils puissent aussi parler de leur vision du monde professionnel, pour que ça impacte nos joueurs encore plus. Nous on fait passer des messages, le staff, les coachs, et ce qui est important c'est ce phénomène d'identification. Est-ce que ton rôle c'est aussi de conditionner les jeunes joueurs aux attentes du monde professionnel? Complètement. L'objectif final est de pouvoir les accompagner le mieux possible pour qu'ils puissent être à l'aise dans ce monde-là. Donc il faut absolument qu'ils aient une connaissance d'eux-mêmes, mais aussi une connaissance du milieu dans lequel ils vont mettre les pieds, des attentes, des exigences, et de leur donner donc des outils et des tips pour qu'ils puissent s'en débrouiller le mieux possible. Vas-y, enchaîne. Oui. On va pas comme un débile. On l'avait vu Marco avec Jordan Amavi, je crois. Sortir là, tu donnes la solution de passe. On reste à 5. Ok? 1, 2, 3, ensemble. C'est parti. Allez, avec l'eau. Alors coach, tu es arrivé en 2021 au club, en provenance de Bourg-Péronnin. Est-ce que tu peux nous dire déjà dans quel rôle tu es venu à l'OGC Nice? Ouais, alors je suis arrivé pour être entraîneur du 17. Et puis l'avenir m'a amené à avoir une proposition de projet avec Julien Sablé l'année dernière sur le groupe élite en tant qu'adjoint des 19 et du groupe élite. Et puis cette année, de venir avec les 17, par contre en ayant pris la responsabilité méthodologique de l'entraînement. Donc voilà, en accompagnement bien sûr de ma direction. Sur les catégories U17, U19, c'est quoi l'important pour eux de travailler en particulier? Alors, en fait, sur le groupe, on va dire U16, c'est la première année au centre. Sur cette première année au centre, c'est important qu'ils prennent connaissance du contexte. Il faut s'habituer au contexte club, à l'identité niçoise, la manger, la boire au quotidien. Et ça, c'est notre rôle de formateur. La grinta, ce que le peuple attend, le fait de mouiller le maillot, de se battre pour l'identité, c'est vraiment un élément important. Sur l'année U17, c'est plutôt une année de confirmation. Une fois qu'on a pris les bases, là, on est sur la confirmation technique. On commence à avoir au poste des petites velléités. Et après ces 2 bonnes années, le parcours il est vraiment plutôt individualisé. Prendre une touche de plus ou il faut que tu te connectes avec Marco. Et c'est là que pour moi, Rami il a décidé que Marco allait accélérer dans l'axe. C'est en gros, tu grattes tellement de ballons, tellement t'interceptes, et t'as une passe de 20 mètres, le mec part tout seul, ou en plus c'est des passes souvent qui sont décisives. Et là, toute la technique qu'on voit dans le match, sur ce moment-là, je parlais tout à l'heure avec Elias sur Griezmann hier, il fait un décrochage, il te met une balle en une à gauche. Réellement, s'il n'est pas connecté avec l'autre, la balle est finie en 6 mètres. Mais comme il est connecté, tu gagnes un temps d'avance. Donc est-ce que c'est que Rami qui a décidé cette option, ou est-ce qu'il est connecté avec quelqu'un? Et c'est là-dessus qu'on va devoir travailler, puisque là, en l'occurrence, c'est presque un ballon donné à l'adversaire. C'est vraiment dans le projet du jeu, projet du club. On élimine des joueurs, après on a l'effet domino, on garde le temps d'avance pour aller leur faire mal. Qu'est-ce que toi, tu peux te reprocher là? Pas être prêt, pas être de 3 quarts. Plusieurs. Ouais. Plusieurs. Là, tu dois être prêt. Ce qui est chiant, c'est que, et je te l'ai dit, chaque fois qu'un axial va faire une petite erreur, ce que me disait Dante, chaque fois qu'il y a une petite erreur, si elle coûte un but, ça devient une grosse. Parce que là, tu la tapes du nez, tu vois pas Yanis, c'est devant toi, tu as des excuses. Sauf que s'il y a but 2-1, 60e, tu fais 2D outre 2, ça peut être de ta faute. Donc c'est là la responsabilité. Voilà, ça c'est mieux. Je suis milieu de terrain, j'ai le temps de revenir dessous à la pince. Ce qui est plus difficile à maîtriser, c'est comment la personne en face, elle a filtré, elle a compris.
Ça, pour moi, c'est une complexité de notre métier. Parce que tu dis à ton joueur, voilà, de temps en temps, il faudrait que tu sortes là, s'il y a ça. Mais s'il n'y a pas ça, et lui, des fois, il va retenir que l'option 1 et pas l'option 2. Donc là, c'est un peu pareil avec des orateurs qui puissent avec des adultes, qui peuvent avoir différents niveaux de compréhension, intérêt de compréhension, et même, on va dire, volonté. U16, U17, c'est aussi ça. C'est valider un volume de course. Pourquoi? Parce que ce volume de course, il va servir à courir dans le match, mais il va surtout servir à encaisser la charge des semaines qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent. Lui, il a validé ça. Donc maintenant, on peut être dans le détail de régulation entre courir beaucoup, mais courir mieux, courir plus intense, parce que l'intensité est un élément déterminant du résultat, et la lucidité technique. Elias, Yanis qui freine, Milan Abou qui continue au milieu, Ziné en soutien de Ja, Antonio et Yacine sur les côtés. Et donc la question se pose pour les bancs. Brad, Lorenzo, Samy, Muslim, qui soit dans les starts quand même, parce que si nous on a besoin, en pro, il faut qu'il soit là. Alors en début d'année, ou il y a quelques semaines en tout cas, il y a eu les passages en pro d'Everton, de Mantunga. On se dit que c'est le travail qui paye là maintenant? C'est le travail qui paye. Moi, je serais fier quand ils auront signé leur deuxième contrat professionnel. Le premier contrat, ça montre un potentiel. Ça montre pour Brad et Ever qui sont un peu plus avancés, le fait qu'ils aient touché du doigt ce que c'était la Ligue 1 et qu'ils aient répondu. La plus grande fierté, c'est ça, c'est qu'ils n'ont pas manqué leur première et que ça a été validé par un contrat. Alors Everton, si je te parle du 3 janvier 2026, qu'est-ce que tu peux me répondre? C'est mon premier match en pro contre Strasbourg. Et qu'est-ce que tu as ressenti le jour-là? Beaucoup de fierté, beaucoup d'émotions, mais qui étaient j'étais quand même assez serein. Je savais que c'était une opportunité, qu'il y a eu un peu un alignement des planètes pour que je sois là à ce moment-là. Je savais qu'il n'y avait rien de fait encore et qu'il fallait que je travaille. Tu es au club depuis tes 5 ans maintenant. Comment le club t'a aidé à grandir et à progresser au fil des années? Déjà, l'ADN qu'il porte en lui, je pense que c'est important pour grandir en tant que joueur, mais aussi en tant qu'homme. Franchement, il m'a donné beaucoup de confiance depuis que je suis tout petit. Il m'a toujours aussi aidé à rester sur le chemin du travail. Tu comptes des apparitions en Ligue 1 depuis, en Coupe de France et même en Ligue Europa. Il y a une autre date qui est importante récemment, c'est le 16 mars 2026, c'est le jour où l'OGC Nice a officialisé la signature de ton premier contrat pro. Un petit peu la même question, mais est-ce que tu te dis à ce moment-là que tu es sur le bon chemin? Si je me le dis pas là, je sais pas où je vais me le dire, mais c'est que le début. Et je vois pas ça comme une concrétisation encore de ma carrière. Je pense qu'il faut encore que je m'impose dans ce monde professionnel pour pouvoir dire que ok, là ça a vraiment commencé. En plus, je me suis blessé à un moment, la veille d'un match de Coupe de France. Je pense que le club et tout mon entourage savaient que c'était des opportunités pour moi encore de me montrer, parce que j'avais pas encore signé mon contrat pro. Je pense que justement, c'est cette confiance qu'ils m'ont quand même donné, malgré le fait que je me blesse, de quand même me faire signer, etc. Je pense que ça m'a fait un bien fou. Alors tu l'as dit, tu n'es qu'au début de ton aventure, tu as encore beaucoup de choses à apprendre, à écrire, mais quel message tu ferais passer à d'autres joueurs du centre de formation ou de préformation pour en arriver là où toi tu es déjà arrivé? Je pense qu'il est important, c'est surtout de pouvoir se regarder dans la glace et pouvoir mettre l'ego de côté un petit peu, pour pouvoir surtout écouter les conseils que les coachs ont à nous donner, même nos partenaires, pour pouvoir avancer et grandir en tant que joueur et un homme. On peut donc imaginer peut-être dans quelques mois, dans quelques années, avoir une équipe de l'OGC Nice avec 3-4 gamins formés au club. Mon rêve, ça serait d'en avoir 4-5 qui soient titulaires chez nous et que vous ayez, je dirais, un fond de roulement pour prendre la suite, comme les gros clubs formateurs que sont la Real Sociedad en Espagne, qui est pour moi aussi un exemple de temps et où il y a toujours le successeur de celui qui va arriver. Au bout de 2 ans, le bilan est plus que positif. Il n'est pas simple, mais je crois que rien n'est simple dans ce milieu-là, mais on prend beaucoup de plaisir et je prends avec beaucoup d'enthousiasme de continuer ce projet.